Alors c'est toujours compliqué parce qu'on prépare comme ça dans la solitude chez soi une communication et puis on arrive et là on entend l'ouverture du colloque et puis des personnes qui nous précèdent et notamment Hélène Bernier qui évidemment a posé un certain nombre de questions qui vont... Je vais faire écho un petit peu à ça. Je crois que effectivement j'avais envie d'insister sur les mutations, les transformations et pourquoi finalement on était sans doute entre deux mondes. Hein. Je crois que Hélène Vernier a bien mis le doigt là-dessus, sur cette question du passage entre deux mondes, un ancien monde finalement qui souvent provoque d'ailleurs beaucoup de nostalgie, hein, et notamment chez les conservateurs, euh, de vouloir s'y accrocher, et puis un nouveau monde qui apparaît, dont on ne sait pas très bien ce qu'il sera. Moi, je ne vais pas me faire l'avocat des barbares, mais un petit peu quand même. En tout cas, d'essayer de dire pourquoi finalement on a besoin de construire un nouveau modèle et que peut-être l'ancien est en voie d'épuisement. Alors, si on en croit le muséologue Stransky, qui nous définit la muséologie comme un rapport à la réalité, hein, je ne sais pas si on peut la définir comme ça, mais en tout cas, on peut convenir que le musée est inséré dans la cité, hein, dans la société, on l'a dit, qu'il exprime une époque, qu'il exprime des tensions, des contraintes, des espoirs, et qu'il en est le reflet d'une certaine manière. Alors, c'est vrai qu'on l'a souligné, le monde est en proie à un certain nombre de transformations, de mutations violentes, et finalement, peut-être que si on ne veut pas les subir, il faut peut-être mieux les anticiper et d'une certaine manière les accompagner, avoir conscience de ces changements, plutôt que de les prendre en pleine face, hein, pour reprendre l'expression de Winston Churchill, qui disait mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il nous saisisse à la gorge. On est effectivement aujourd'hui dans cette transformation, si ce n'est dans ces ruptures, alors vous m'excuserez, je vais les citer un petit peu rapidement, chaque point mériterait d'être détaillé, mais finalement des changements qui nous conduisent à poser cette question que pose mon collègue André Gob, muséologue à Liège, de savoir si le musée est une institution dépassée et si on doit en tout cas la réinventer. Alors peut-être que la première crise, Hélène Bernier en a parlé en disant que des scientifiques nous disaient qu'on en avait pour encore 100 ans finalement à vivre. Non pas notre planète, hein, c'est pas la planète qui est menacée, c'est l'espèce, plutôt les espèces, hein, avec l'extinction des espèces, mais aussi l'espèce humaine. Et donc on a l'impression que des scientifiques nous disent des choses comme ça par rapport à l'environnement, à la crise environnementale, qui est peut-être la crise la plus conséquente ou la plus importante d'une certaine manière. Et quand on nous dit ça, on a l'impression qu'on n'en prend pas tout à fait la mesure quand même, hein, et que finalement on n'y croit pas. Chacun d'entre nous, si on nous dit il vous reste 2 mois à vivre ou 3 mois à vivre, peut-être qu'on va changer son mode de vie et puis qu'on va faire autre chose que ce qu'on fait habituellement. Là, on nous dit grosso modo nos sociétés ont pour 100 ans devant elles. Et finalement, ça ne produit pas grand-chose en termes de changement, alors qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des prises de conscience beaucoup plus radicales et des transformations beaucoup plus radicales. Chaque jour nous apporte son lot d'exemples, hein, des problématiques finalement posées par la crise environnementale, que ce soit l'extinction des espèces, que ce soit des choses, des risques bioclimatiques, etc. Finalement... Pourquoi le musée finalement est concerné par cela ? Il est concerné par cela parce que, comme tous les acteurs de la société, c'est des questions qui le concernent, bien sûr, mais aussi parce que, depuis toujours, il s'est construit comme étant un lieu finalement d'éducation ou d'émancipation, de transformation des consciences. Et donc, peut-être qu'il est plus qu'un autre interpellé, en tout cas le secteur de la culture, et peut-être interpellé plus spécifiquement sur des réponses à essayer d'apporter, ou en tout cas à percevoir ou à faire percevoir aux contemporains. Et donc, il y a des conséquences sur les bâtiments, sur les pratiques, sur la gestion, etc., qui devraient en être tirées sans doute de façon forte. La crise environnementale, elle est aussi, elle enclenche d'autres crises, hein, on les connaît, les crises sociales, notamment générées de manière induite par cette crise environnementale, du fait de l'accès aux ressources, avec
les richesses, l'accès aux richesses, aux matières premières, etc. Et donc une crise économique et qui tire évidemment une crise sociale par derrière, avec une montée en puissance au niveau planétaire des inégalités, des rapports riches-pauvres qui sont de plus en plus criants, des mécanismes d'exclusion, de ségrégation, de migration, hein, on les connaît, crise des réfugiés, etc., mais aussi décrochage des classes laborieuses, etc. Crise sociale qui entraîne des crises politiques, hein, on voit bien le ressentiment que ça génère, finalement le cynisme des classes favorisées et d'une certaine manière ayant pour conséquence la montée des idéologies extrême un peu partout, hein, montée de l'extrême droite du fascisme dans beaucoup de pays européens, mais pas seulement. De l'autre côté, montée d'un communautarisme, d'un extrémisme religieux, etc. Et donc ces oppositions, ces cristallisations, ces haines identitaires, le musée n'est pas non plus étranger à cela, pas simplement le musée d'ethnographie, parce qu'il a construit de l'identité, il a fait croire à de l'identité bien souvent, hein, c'est un sujet en soi, mais le musée en général, on pourrait dire, par justement aussi cette vocation d'émancipation des citoyens qu'il se donne, et en quelque sorte ce constat d'échec que ces crises peuvent porter d'une certaine manière par rapport aux missions qu'il s'était données. Crises qui rendent tout à fait envisageable aujourd'hui, c'est plus de tout à fait délirant, les possibilités de guerre ou de conflit qui reviennent sur le devant de la scène. D'autres crises, évidemment, qui concernent, vous allez me dire, plus spécifiquement et directement le milieu culturel. C'est la crise culturelle qui, finalement, est là depuis 30 ans, hein, au moins en France, avec la constatation des limites de la démocratisation culturelle, avec des écarts persistants qui vont même s'accroissant entre les différentes catégories sociales. Mais je dirais que c'est peut-être pas ça le plus grave. Ce qui est peut-être le plus grave, c'est d'une certaine manière ce qu'Hélène Bernier pointait du doigt tout à l'heure, hein, cette idée du sens même de la culture, de pourquoi on fait de la culture, qui est de plus en plus flou, évanescent, peu évident. La question de la perte finalement des repères, de la définition même du mot culture, du relativisme culturel, hein, d'une certaine manière. Alors on voit bien en 30 ans la gêne provoquée par ce terme du musée de la civilisation. Hein, je crois que c'est tout à fait emblématique aussi de ce chemin parcouru d'une certaine manière, et puis d'un relativisme culturel qui est là, qui fait que le socle même sur lequel la culture s'est construite, à savoir d'une certaine manière l'accès dont on parlait tout à l'heure, monsieur en parlait de l'idéologie des Lumières, de l'éducation et du progrès, hein, finalement a été d'une certaine manière remise en cause de la culture classique, des humanités, culture reléguée par une culture caractérisée comme bourgeoise, dominante, impérialiste, colonialiste, etc. Et donc ça peut paraître anecdotique, c'est pas du tout le cas, puisqu'il me semble que c'est le contenu même de l'ensemble de la culture, et particulièrement des musées, qui peu à peu, et demain sans doute davantage, est remise en question, décolonisée, avec des relectures, en partie aussi idéologiques, et qui entraînent des choses assez réelles, hein, comme les questions de restitution, par exemple. Bref, c'est la question même de la culture et de son sens qui se trouve potentiellement posée. En France, en tout cas, on a bombé le torse quand le musée du Quai Branly a ouvert en disant que c'était le premier musée du XXIe siècle. Je crois que c'était plutôt le dernier musée du XXe siècle, parce que d'une certaine manière, cette façon de cloisonner les cultures, hein, de mettre d'un côté le Louvre, le Quai Branly et par ailleurs le Mucem, d'une certaine manière, était une vision très cloisonnante, très enfermante. Le MEG à Genève a été beaucoup plus conséquent, me semble-t-il, avec le mélange des cultures extra-européennes mélangées aussi à la culture d'ethnographie régionale suisse, par exemple. Bref, c'est la question de la légitimité que je veux pointer ici, la légitimité, voire de l'impérialisme culturel qui est porté par des discours muséaux. Et finalement, pour sortir de cette contradiction, on est de plus en plus en face à l'idée qu'il faut non pas faire pour les gens, hein, mais favoriser les mécanismes d'implication,
faire en sorte que les gens soient acteurs eux-mêmes des changements qui les concernent, acteurs des discours qui les concernent. Et donc on voit monter cette montée en puissance depuis l'Amérique du Nord d'ailleurs très fortement, hein, de l'idée d'associer les cultures, et que ce soit les cultures qui expriment leur propre devenir et leur propre appartenance en développant leur propre discours, etc. Les différentes communautés. Et donc bien d'autres facteurs pourraient être énoncés qui viennent bouleverser le paysage général que j'essaye de tracer très, très vite ici. Hein, la montée en puissance de nouvelles pratiques culturelles, non hiérarchisées, mixtes, décloisonnées, hybrides, qui fait qu'on mélange de plus en plus des occupations culturelles, de loisirs, sportives, etc. On l'a vu avec Lélie tout à l'heure dans le musée. Mais aussi on a des choses du sport, du yoga aujourd'hui dans les musées. On pourrait multiplier les exemples. Montée en puissance donc de ces lieux hybrides, mixtes, de cette volonté de croiser des disciplines, de croiser des activités, de faire en sorte que les activités aussi marchandes, associatives, se rencontrent dans des mêmes lieux, dans des lieux de sociabilité, montée en puissance des tiers-lieux, de tous ces lieux intermédiaires, etc., dont on voit bien qu'ils sont plus plébiscités par les publics. Montée en puissance de l'économie numérique, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui transforme les offres et les modes de consommation. Plus globalement, on va dire un changement de destination de la fonction des institutions, peut-être des collections, des savoirs ou des connaissances qui sont plus au centre, hein, me semble-t-il, qui ne seront de moins en moins, notamment les connaissances, parce qu'on l'a dit, on les a sur son smartphone et que c'est peut-être plus la fonction des musées d'être des lieux de transmission des savoirs, mais plutôt de réhabiliter d'une certaine manière le vrai sens du mot éducation, celui du XVIIIe siècle, qui était plutôt une idée d'émancipation des consciences et qui passait par le questionnement, la mise en questionnement, l'interprétation, la question de l'incitation à la réflexion par l'action, par la création, etc. Et donc l'exposition devient moins centrée sur les savoirs, que sur les questionnements générés, sur les interactions, sur l'expérience du visiteur, on en a parlé, sur son implication, et peut-être d'ailleurs on l'appellera de moins en moins un visiteur. Et donc on pourrait dire, pour caractériser ça, qu'on peut repérer 5 périodes, 4 ou 5 périodes, 4 ou 5 paradigmes structurants de la muséologie. Une première muséologie qui était la muséologie d'objets, qui était celle, grosso modo, du XIXe siècle, avec des expositions de collection. La fonction du musée, c'était d'être un musée d'études, un musée servant pour la production de la science, pour les savants, pour former des savants. Peut-être un deuxième paradigme, mais vous savez, cette structure des paradigmes, l'un n'annule pas l'autre, hein, ils viennent se superposer, se compléter. Un paradigme qui serait la muséologie des savoirs, qui a été une exposition plutôt visant à être didactique, à vulgariser ou à colporter des connaissances avec un musée éducatif. C'était aussi la montée en puissance au cours de la deuxième partie du XXe siècle de la montée en puissance des scolaires, hein, de l'idée que le musée devait être un lieu de diffusion, un musée éducatif et s'adresser d'abord aux scolaires, qui ont remplacé d'une certaine manière les apprentis savants du XIXe. Et puis, on va dire peut-être une variante ou quelque chose qui est allé plus loin, qui était de dire que le lieu devait être d'abord un lieu qui développe des idées, une muséologie d'idées. Et donc là, on est arrivé vers des musées, toute la période des années 80, on va dire. Alors ici, évidemment, la muséologie de la rupture de Jacques Hénard, qui est tout à fait emblématique de ça, hein, l'exposition à thèse, ou du côté québécois, l'interprétation, avec l'idée que les publics prennent une place centrale. Finalement, la notion d'auteur et la notion de public sont les deux grands champs de ce paradigme des années 80. Et donc, ce lieu plutôt déjà de questionnement, d'interprétation, d'explicitation, etc. Une muséologie ou un paradigme, on va dire, des années 2000, hein, qui était davantage centré sur la personne, sur l'expérience de la personne, une muséologie expérientielle. Hein, donc cette notion d'expérience qui est très, très forte, qu'on retrouve dans les musées de sciences avec les questions d'interactivité ou dans l'art contemporain avec l'art relationnel, par exemple, hein, si on pense à Nicolas Bourriaud, etc.
Et puis peut-être, et c'est une proposition que je vous fais, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme aujourd'hui, dans lequel peut-être on rentre à peine, mais qui est une muséologie dédiée finalement à la participation, muséologie participative, qui est davantage dans la coécriture, dans la co-construction et dans l'implication des personnes. Ces nouvelles formes, finalement, qui sont en train de s'inventer, elles permettent peut-être d'espérer de sortir des crises par le haut, les crises que j'évoquais tout à l'heure. Alors évidemment, le musée ne va pas changer le monde complètement, mais il peut y participer. En tout cas, il peut prendre son rôle pour inventer de nouvelles relations, servir de modèle, d'une certaine manière, à des constructions nouvelles, et de proposer des représentations sociales, des cadres d'expression qui soient tout à fait symbolique, puisque le musée est le lieu de gestion du symbolique, mais qui va infuser pour peut-être penser d'autres modes aussi dans le système éducatif, dans le système, dans les relations familiales, dans les relations dans l'entreprise, etc. Donc d'être un laboratoire de recherche de ces nouveaux modes d'adresse auxquels ils participent finalement. 3 grandes conséquences, me semble-t-il. C'est d'une certaine manière en incidence, une différence d'approche dans la manière de s'adresser au public. Je crois que le statut du public change considérablement. Ça devient davantage un partenaire qu'un destinataire. J'évoquais la phrase de Nelson Mandela qui dit il faut travailler, qui travaille pour les gens sans les gens travaille contre les gens. Cette phrase, finalement, quand on y pense, c'est ce que font les institutions culturelles classiques. Mais pensons-y régulièrement. Si on travaille sans les gens, pour les gens, est-ce qu'on travaille contre les gens ? C'est assez violent pour les institutions culturelles, me semble-t-il. Et c'est peut-être ça qui est en train aussi de se transformer aujourd'hui, c'est la capacité, d'une certaine manière, à donner la parole, à donner la capacité d'expression, de dialogue, d'agir, de proposition, peut-être même de réalisation, de création à l'intérieur des lieux. L'autonomie, la capacité à construire avec. D'un point de vue épistémologique, ça a des conséquences sur le rapport qu'on évoquait aussi avec Hélène du rapport savant-ignorant, novice ou profane, fin du dualisme d'une certaine manière, avec l'expert qui parle aux ignorants. On est dans une diffusion plus transversale et plus horizontale des savoirs, de construction avec les sciences participatives, etc. On pourrait citer beaucoup d'exemples de cela. Ça suppose qu'on construise, et c'est une des conséquences aussi, des nouveaux lieux, ou des lieux qui permettent d'offrir ces cadres de co-construction des choses, et donc des cadres possibles d'expression. Et donc cette montée en puissance de la muséologie participative, elle a des incidences. Elle a des incidences sur une chose importante, me semble-t-il, c'est la façon de gérer les institutions, c'est-à-dire que ça a des incidences sur les organigrammes, sur la façon dont on gère les personnels et on gère les équipes, et donc les formes de management des institutions. Ça veut dire qu'on a peut-être moins des institutions qui ont vocation à être pyramidales et à avoir des fonctionnements hiérarchiques très stricts, mais finalement plutôt si on fait de la co-construction avec les publics, ça suppose d'abord qu'on en fasse dans les équipes en interne, dans la gestion des lieux. Et donc, ça veut dire que, par exemple, en France, ce qui était considéré comme la propriété du conservateur, savoir l'écriture du PSC, du projet scientifique et culturel, aujourd'hui, on revient à quelque chose qu'on n'aurait pas dû perdre de vue, qui était ce qui était conseillé d'ailleurs par Marie-Hélène Joly à l'époque, mais c'était une écriture collective, c'est-à-dire une rédaction qui doit être un projet d'équipe rédigé ensemble pour copiloter d'une certaine manière une institution. Ça veut dire que le management peut donc évoluer et passer d'une structuration verticale à une structuration plus horizontale. Et ça peut aller même assez loin. Il y a des institutions un peu pionnières, je pense au Préhisto Museum de Liège, à côté de Liège, à Ramioul, dont le directeur nous expliquait, on est allé lui rendre visite avec nos étudiants et il nous expliquait comment il mettait en place un système holacratique, c'est-à-dire un modèle
gestion. Finalement, c'est pas de l'autogestion, mais c'est une autogestion à l'intérieur des équipes. Je disais, mon rêve, moi, c'est d'une certaine manière qu'on se passe de directeur. Et donc, ça va jusqu'à l'idée de mettre en place des institutions qui soient peut-être aussi gérées de façon différente. Pourquoi pas le statut des institutions? Il nous disait, j'essaye de mettre en place progressivement une coopérative muséale. Et pourquoi pas, finalement, il y a des coopératives dans des tas de secteurs. Pourquoi le musée ne serait pas géré comme une coopérative? Donc voilà, des idées, en tout cas, on voit bien qui ouvrent sur un nouveau monde, sur de nouvelles formes d'entreprise, des nouvelles formes managériales. Et c'est le sens aussi de ce qui était porté par les Agenda 21, si on reprend par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les transformations des modes de gouvernance, y compris pour ce que ça a comme impact sur le développement durable, etc. Ça a des incidences évidemment aussi sur les programmes architecturaux et scénographiques. Si on veut que cette co-construction puisse se mettre en place, se développer, s'exprimer, ça veut dire qu'il faut sans doute lui laisser plus de place et notamment laisser penser des espaces vides ou des espaces à remplir, qu'on va co-construire ou co-remplir avec le public. Et ça, c'est pas dans nos habitudes, nos schémas de pensée habituels. On a peur du vide souvent, on a besoin de remplir. Et peut-être que j'étais frappé, j'étais invité à un séminaire en Corée du Sud sur création d'un nouveau musée. Et c'était tout à fait l'idée qui était portée par le directeur d'établissement. Alors on le trouve plus souvent dans les lieux d'art contemporain d'ailleurs, cette idée on va faire des plateaux nus que les gens et on va pouvoir les occuper de façon différente selon les projets, selon les temps. Et donc peut-être que finalement ces espaces d'exposition permanente qui, une fois qu'ils sont installés, on a toujours l'idée qu'on va les renouveler, etc. Mais en fait, on n'a jamais les budgets, le temps, etc. Donc ils restent. Et donc peut-être qu'ils sont un peu devenus encombrants et que ce dont on a peut-être plus besoin aujourd'hui, c'est de lieux qui puissent être transformés, détournés, habités, voilà, comme une sorte de matrice, mais qui porte des choses différentes selon le temps et l'espace. Et donc, on le voit sur des nouveaux lieux qui sortent. Alors, c'était, je vous disais, les friches culturelles tout à l'heure, mais on peut aussi penser au Living Lab, à tous les espaces de ressources type Learning Center, etc. On voit bien que c'est des endroits qui se développent beaucoup, des lieux qui sont dans la mixité des fonctions entre la bibliothèque et entre le centre de ressources et le musée, pour inventer des nouveaux lieux culturels finalement qui dépassent les cloisonnements qu'on avait établis jusque-là. Des lieux aussi où on met en place des espaces de recherche, de laboratoire, mais pas au sens de Georges-Henri Rivière, du laboratoire là plutôt d'expérimentation, de construction de prototypes qui font se croiser des entreprises, des labos de recherche, dans des institutions type musée, pour inventer ensemble, construire ensemble, tester auprès du public, etc. Et donc, on a essayé, Bertrand évoquait tout à l'heure ce rapport ministériel des musées du XXIe siècle auquel j'ai participé. J'avais proposé dans le rapport le terme de plateau de potentialité pour essayer d'exprimer ça. C'est-à-dire que ce plateau de potentialité, on voit que c'est un plateau qui est une sorte de plateau nu, vide d'une certaine manière, mais qu'on va habiter de façon différente selon les projets qu'on va développer avec des partenaires qu'on ne connaît pas au moment où on construit. Alors ça veut dire que on ne peut pas penser de façon programmatique les espaces. Et alors ça, c'est très difficile, surtout en France. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, on a une culture du programme, et il faut toujours avoir tout prévu à l'avance. Et évidemment, ça ne marche jamais, parce que ce que vous avez prévu, c'est jamais ce qui se passe dans la vie réelle, mais parce qu'il y a toujours des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé, etc. Enfin, c'est pareil dans le système éducatif. Et donc, on a comme ça des pensées qui sont des pensées programmatiques et qui correspondent pas du tout finalement à la culture du work in progress ou du projet ou de la façon de développer des choses au fur et à mesure en fonction des opportunités. Et donc, difficile de s'adapter après quand on est dans du programme, dans des choses très lourdes, etc.
c'est vrai aussi, d'une certaine manière, ça a des effets, je vous disais, sur la scénographie, puisqu'on ne va pas penser des scénographies d'exposition pareilles si c'est des scénographies évolutives, etc. Et ça m'amène donc au-delà de ça, hein, sur cette culture professionnelle, sur cette idée de programmation, mais finalement aussi de méthodologie qu'on a développée depuis 30 ans sur la façon de faire des musées, des expos, etc., qui vient d'une certaine manière à l'encontre de la culture du projet ou de l'action culturelle sur le long terme. Pour finir, je dirais que ces institutions culturelles, elles sont de plus en plus donc, des lieux hybrides. On a parlé aussi dans le rapport du XXIe siècle de maisons communes, hein, de lieux de partage, de mixité, d'hybridité des fonctions, etc. Finalement, les collections et le savoir, et je vais faire bondir quelques conservateurs, j'imagine, dans la salle, mais les collections et les savoirs ne sont, me semble-t-il, plus au centre des institutions. C'est plus le noyau dur de l'institution. C'est que, finalement, comme le pensent encore beaucoup de musées classiques, ça devient des moyens, ça devient des vecteurs, ça devient des prétextes pour développer des actions au service d'une population, pour développer des discours, pour développer des interprétations, des questionnements, etc. On touche d'une certaine manière peut-être davantage à ce qui était le vœu de la déclaration de Santiago en 72, hein, mais ça nous entraînerait trop loin et Bertrand va me couper. Bref, toutes ces questions-là, je finirai aussi sur le fait que ça remet en cause la question du sens de ce qu'on a appelé, de ce qu'on continue à appeler très souvent les médiations. Finalement, les terminologies sont à revoir. Hein, les médiations, on a souvent une vision descendante, une vision qui part de l'objet ou de la collection pour aller vers le public. Finalement, peut-être que c'est l'objet de collection qui devient un médiateur de quelque chose d'autre qu'on veut faire avec le public et qui est une opportunité de faire des choses avec lui. Et donc peut-être qu'il y a une terminologie à revoir. C'est peut-être plus pertinent de parler au XXIe siècle, ça sera peut-être de moins en moins pertinent, de parler de visiteurs, de parler de public, de médiation, de médiateurs, même peut-être d'éducation. Et peut-être il faut développer des nouvelles terminologies. Je proposais des activateurs, des développeurs, des accoucheurs, enfin bref, pour essayer de favoriser, de donner des cadres d'investissement aux citoyens pour co-construire des projets. Bref, d'une certaine manière, revisiter ou redécouvrir ce qu'était le sens fort de l'action culturelle. Donc autant de chantiers qui sont devant nous, qui peuvent nous faire peur en se disant que c'est des programmes, des choses où on perd un ancien monde et donc où on découvre un monde qui serait peuplé de barbares, hein, pour reprendre l'expression, ou au contraire prendre ça à bras-le-corps en se disant que c'est au contraire une exaltation pour construire des nouvelles formes, des nouvelles choses, que finalement le monde ancien qui est derrière nous, il n'était peut-être pas si idéal que ça et que c'est peut-être pas très grave de passer à autre chose et d'approcher finalement cette autre chose avec plus d'optimisme, hein, ou de façon d'inventer ensemble de nouvelles utopies, on pourrait dire, ou des nouvelles formes. Il me semble que ce que je vous dis là, ça a des incidences ou des conséquences aussi sur la façon dont on construit l'esprit des jeunes professionnels. Et je finirai là-dessus pour faire un petit clin d'œil sur la formation dont je m'occupe. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, d'inventer de nouvelles formes d'éducation pour essayer d'inventer des nouveaux professionnels pour les musées de demain. Voilà. Merci.